Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Très certainement, ce mercredi, on va encore parler coronavirus, circonstances obligent. Notre invité ce matin, c'est le géographe Jean Saint-Ville. Vous posez peut-être la question, pourquoi un géographe, pourquoi pas un médecin, un spécialiste en la matière? Donc, il a la réponse, il est avec nous et c'est lui qui va justement s'expliquer. Monsieur Saint-Ville, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Évidemment, c'est votre première participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes géographe de formation. Et selon des informations qui me sont parvenues, vous avez passé le plus clair de votre temps en Afrique, comme enseignant d'abord. Et vous avez 74 ans et vous tenez. On va faire la démonstration un peu plus tard. On va, au cours de l'émission, permettre aux téléspectateurs de voir ce dont vous êtes capable à votre âge. Et bienvenue à Métropole. Bon, merci bien, Wendell. Je suis en effet géographe et ma participation à cette émission, en dehors des médecins qui ont l'habitude de venir, elle est justifiée selon moi, parce que la maladie coronavirus n'intéresse pas seulement les médecins. Il y a plusieurs couches de la société. Non seulement il y a les malades qui doivent prendre des précautions, mais il y a les hommes politiques qui doivent prendre des décisions, les économistes, les sociologues, pratiquement toutes les sciences sociales surtout, sont également intéressés dans la gestion et dans l'analyse du développement de la maladie. Le géographe doit intervenir sur les rapports entre cette maladie et le milieu, et le milieu naturel, mais également par rapport aux différentes couches sociales. Oui, mais dans un contexte particulier où les gens n'attendent que des recommandations des médecins, je dis bien des recommandations, des conseils des médecins, que faire par exemple pour ne pas partir pour ne pas se laisser emporter par la maladie. Les gens peuvent se dire, ok, tout le monde a son mot à dire sur le coronavirus, mais le géographe, lui, vous avez quel mot à dire en ce qui concerne cette maladie, le coronavirus, qui d'abord n'est même pas encore maîtrisé par les scientifiques, par les médecins? Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur le coronavirus? C'est que cette maladie... Ou encore, préférez que je vous dise où se situe votre intérêt. Bon, donc mon intérêt concernant cette maladie, c'est que je suis le mode opératoire de la maladie. Jusque-là, le mode opératoire qui était, disons, reconnu, qui était de mise, c'est le mode opératoire des Occidentaux, qui fixe un délai de 8, 10, 12 semaines pour le développement et l'explosion de la maladie dans un pays. Mais dans des pays comme l'Afrique et Haïti, où il n'y a pas beaucoup de brassage, comme en Europe et aux États-Unis, de population, la maladie tarde à se développer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, étant donné que cette maladie ne s'est pas développée comme on a vu en Europe ou aux États-Unis, ils pensent que il y a une sorte d'exceptionnalisme protecteur pour les Haïtiens, pour les Africains. Il n'en est pas question du tout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retard à l'allumage, mais le développement se fait. Comme vous avez constaté, ces derniers jours, ce ne sont plus des infestations à un chiffre, mais c'est à 2 chiffres. Et ça commence à inquiétant. Les 2 derniers bulletins publiés par le ministère de la Santé font état de 58 nouveaux cas. Ça veut dire que nous sommes engagés dans une
courbe épidémiologique qui monte et qui va évoluer vers un pic. Donc le géographe suit ça. Et comme je vous dis, je suis là pour faire valoir que le mode opératoire de cette maladie, dans les pays où il n'y a pas beaucoup de brassage de population, ne peut pas suivre le même modèle que dans les pays occidentaux. Vous parlez des pays occidentaux et vous faites allusion L'Europe, les aux pays européens, aux États-Unis. Oui. Mais la maladie, c'est d'abord... en fait, le coronavirus, c'est avant tout asiatique, non? Oui, bon, bien sûr. Oui, et la Chine aussi. La Chine aussi. La Chine aussi, la Corée. Mais ce qui se passe aussi, c'est que dans ces pays, on croyait avoir maîtrisé la maladie. Il y a déjà des reprises, des amorces de seconde vague. Personne, aucun pays n'a maîtrisé vraiment la maladie. On a signalé des cas nouveaux en Chine, des cas nouveaux également en Corée du Sud et des cas nouveaux également en Allemagne qu'on applaudissait pendant longtemps par rapport aux autres pays d'Europe. Vous avez parlé d'exceptionnalisme protecteur pour certains pays. Oui, qui se croient protégés. C'est pas le cas selon vous. Vous parlez de brassage aussi. Bon, le brassage, c'est parce que des pays comme la France, les États-Unis, il y a des gens qui viennent de partout. Ils ont reçu beaucoup de Chinois, et beaucoup de gens qui étaient infectés pendant longtemps. Et un pays comme Haïti, qui est un pays pratiquement fermé depuis quelque temps, n'a pas reçu autant d'étrangers. Donc le virus est arrivé plus tard. Et s'il est arrivé, il est arrivé avec 2, 3 personnes au départ. Mais dans les grands pays, c'est des centaines de personnes qui ont apporté le virus en même temps. Et c'est ça qui est très dangereux. Maintenant, il n'y a pas de brassage. Il n'y a presque rien du tout en Haïti. Est-ce que ça veut dire que... Justement, il n'y a pas de brassage. C'est pour ça qu'il y avait quelques cas venant des États-Unis. Il y avait l'affaire du Belge à Saint-Michel de la Talaye. Mais ça s'est mis en place lentement. Mais la contamination s'est faite sous la forme d'une propagation silencieuse. C'est ce que nous vivons, c'est ce qui se fait maintenant, selon vous, en Haïti aujourd'hui? Et oui, bon, hélas, au vu des chiffres, au vu de l'évolution de la courbe épidémiologique, il y a ce développement de la maladie sous forme de propagation silencieuse. Excusez-moi, monsieur Saint-Ville, vous avez parlé du milieu naturel. Est-il légitime aujourd'hui de penser que la chaleur pourrait être quand même à l'origine du fait que la catastrophe qui a été annoncée pour l'Afrique par l'OMS ne s'est pas produite ou ne s'est pas encore produite? Bon, rien de là. Rien de tout cela. Bon, Donald Trump avait pensé également qu'à partir du mois d'avril, dès qu'il commence à faire chaud, la maladie allait disparaître. La chaleur ne joue aucun rôle. Un pays comme le Brésil, qui est un pays tropical à 80%, sauf la partie sud, il y a déjà 11 000 morts. La chaleur n'a aucun rapport avec cette maladie. C'est-à-dire, bon, j'ai entendu d'autres spécialistes affirmer le contraire. Bon. Pensant que le virus peut avoir une durée de vie, et le soleil aidant, la chaleur aidant, nous pouvons par exemple être protégés. Bon, on dit tout sur cette maladie, mais personne ne connaît les dégâts. Personne ne peut prévoir exactement les dégâts. Il y a beaucoup de contradictions sur ce coronavirus. D'après les derniers modèles mis en place par l'Université de Minnesota, ils pensent que le coronavirus peut tenir malheureusement sur 2 à 3 ans. Un peu comme la fameuse grippe espagnole que l'on a eue entre 1918 et 1920. Donc ce n'est pas une affaire saisonnière, ce n'est pas une grippe saisonnière, c'est une autre chose. Même en France, on pense que après le déconfinement, on risque d'arrêter le déconfinement amorcé cette semaine pour retomber dans le confinement. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Entre confinement, déconfinement et reconfinement, ça peut être c'est comme un cycle. Oui, ça peut être un cycle malheureusement infernal qui peut durer 2 ans, 3 ans. Bon, j'espère que ce sera seulement quelques mois, mais personne ne sait ce qui va se passer. Parce que ce virus, on ne sait pas comment il se comporte. Pour bien faire face à cette pandémie, M. Saint-Ville, à votre avis, est-ce que les dirigeants des pays occidentaux ou autres n'ont pas un rôle
particulier à jouer. Parce qu'on a l'impression que l'économie préoccupe en quelque sorte l'esprit de certains dirigeants. Par exemple, les pays d'extrême droite. On en parlait avant la pause, pas avant la pause, avant l'émission. Par exemple, Donald Trump donnait l'impression d'être un incrédule qui ne croyait même pas qu'une telle maladie pourrait tuer autant de gens. Et il ne croyait pas. Et regardez, on est déjà à plus de 82 000 morts aux États-Unis d'Amérique, avec New York et le New Jersey en tête de liste. Au Brésil, le président brésilien, qui s'apparente à un extrémiste de droite aussi, en quelque sorte, il était à la tête d'une manifestation pour exiger que les gens se déconfinent ou encore reprennent leurs activités. Aujourd'hui, plus de 10 000 Brésiliens sont déjà morts, avec quelques 150 000 cas confirmés. C'est pareil, par exemple, pour Boris Johnson, en Angleterre. Il était, je crois, lui aussi, il ne croyait pas. Il a été contaminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Quel type de dirigeant on a besoin pour effectivement faire face à cette maladie? Bon, je n'ose pas tellement me prononcer sur le type de dirigeant, étant donné que c'est une maladie qui dépasse tout le monde, qu'on soit d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre. Et la maladie, elle fait les dégâts partout, en Italie, en Russie. Et naturellement, certains gouvernements ont été négligents, mais ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose, c'est une maladie qui n'est pas maîtrisée du tout. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mm-hmm. Donc vous n'osez pas faire de commentaires? Non, pas vraiment sur ça. Naturellement, bon, il y a une certaine responsabilité dans la négligence, mais négligent ou pas, on aboutit malheureusement au même résultat. Regardez le Canada. Le Canada, ça est en train d'exploser aussi. Mm-hmm. Et un peu partout. Hein. Alors pourquoi ne pas laisser la tâche aux scientifiques? Bon, les scientifiques eux-mêmes, ils sont débordés aussi. Ok. Il y a des gens qui parlent de la jeunesse de la population de certains pays, comme l'Afrique, qui les aurait épargnés de la catastrophe. Même cas pour Haïti. Est-ce que c'est un argument à prendre en compte, effectivement? Bon, jeunesse de la population, je pense que c'est assez... Ce serait réducteur de considérer que la jeunesse comme une sorte de protection absolue. En Afrique, il y a 1,2 milliard d'habitants actuellement. Il y a une prédominance des jeunes, effectivement, mais les vieux, c'est quand même 5% de la population. Ça veut dire 600 millions. On a vu au Madagascar, il y a des jeunes de 6 ans, de 9 ans qui sont morts. Donc il y a oui, pas mais c'est des cas, c'est des exceptions, on est d'accord. Oui. En Haïti aussi, aux États-Unis, on parle même de bébés, qui sont morts. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens qui sont frappés et qui sont morts de la maladie sont des personnes de plus âgées. De 60, 65 ans. Disons de plus de 50 ans. Oui. Oui. Donc, est-ce que la jeunesse de la population n'est pas aussi à prendre en compte? Bon, il n'y a rien d'absolu. En Afrique, il y a 600 millions de gens de plus de 60 ans. Ça veut dire que même si ça ne tuait pas les jeunes, il y a un bassin de 600 millions de gens âgés qui pourraient, disons, qui sont... Non, mais on n'a pas dit uniquement des gens âgés. Oui. Âgés et surtout avoir une certaine... comorbidité. Bon, comorbidité, effectivement, oui, c'est des facteurs aggravants, mais il y a aussi d'autres cas, il y a des facteurs comme l'insécurité alimentaire qui peut jouer un rôle aussi, et puis le manque de pratique en matière d'hygiène. Mm-hmm. Alors si les gens ne suivent pas les mesures barrières,
jeunes ou pas, il y en a beaucoup qui tomberont. Parlons d'Haïti maintenant. Oui. Insécurité alimentaire, vous avez dit. Oui. Conditions d'hygiène. Conditions d'hygiène. Et quoi encore? Comorbidité. Oui. C'est par milliers, par des centaines de milliers qu'on compte des gens qui souffrent de l'hypertension, du diabète et autres, pour ne citer que cela. On a parlé de 2 millions. Oui. Eh bien, on dit, sans compter les gens qui souffrent de tuberculose, de plusieurs maladies, OK. dont certaines sont endémiques au pays. Donc, ça veut dire que c'est une catastrophe annoncée qui ne tardera pas à se confirmer en Haïti, non? Eh bien, tout est possible. Tout est possible. Moi, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a pas mal de facteurs aggravants. Il y a quand même 35% de la population en Haïti qui n'a pas accès à des toilettes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les matières fécales qui sont un peu partout peuvent infecter les chaussures. Et puis vous allez quelque part, vous rentrez chez vous, vous allez dans une administration, n'importe où, vous allez infecter les milieux. C'était pas valable pour le choléra, c'était valable quand on parle de matière fécale, c'était surtout valable pour le choléra, c'est aussi valable pour le coronavirus? Eh bien, jusque-là, on n'en parle pas. Le virus vit aussi dans les matières fécales? Bien sûr, dans les crachats, oui. Les gens qui urinent dans la rue, le virus vit. Le virus, on le trouve dans toutes les sécrétions? Dans toutes les sécrétions humaines. On n'a pas insisté sur ça, mais il y a même des gens qui ont été considérés comme guéris dans certains pays comme en Chine, et puis après, on fait des analyses, on s'aperçoit encore qu'il y a des virus dans leur matière fécale. Donc ça, c'est très dangereux. On n'a pas parlé de ça, tellement en Haïti. Mais ces mêmes sécrétions, disons, ces mêmes matières fécales, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Et s'il y a le vent peut les brasser, et puis le vent peut les soulever, et puis ça peut entrer dans les yeux, ça peut infecter, et ça peut aussi passer par le nez. Mais tout le monde va mourir. Non, je ne dis pas ça du tout. Mais c'est quand même des facteurs spécifiques. On verra bien comment ça va se passer. Là, vous évoquez avec nous les différentes possibilités de contamination ou de propagation de la maladie, avec probabilité que des gens effectivement en meurent. Et vous avez partagé avec moi, avant l'émission, une remarque du DG du ministère de la Santé publique qui aurait affirmé que les cas communiqués, les cas officiels communiqués devraient être multipliés par 8 en Haïti. Par 8 ou par 10. Par 8 c'est ce que j'ai vu ce matin dans nos nouvelles déclaration du docteur Lauré Adrien. Donc, autrement dit, si on parle encore de plus de 200 cas confirmés, ceci voudrait dire que l'on aurait environ déjà plus d'un millier de cas. Oui, presque 2000 cas. Presque 2000 cas. 2000 cas de contamination. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans une phase dangereuse et c'est le moment où les gens devaient commencer à cesser d'être des saint-Thomas, à cesser d'être incrédules pour qu'ils prennent les précautions. Précautions dans les transports en commun, précautions dans les marchés et même dans les supermarchés. On n'a pas parlé des supermarchés, mais j'ai vu, le lendemain de l'intervention du président, j'ai vu des supermarchés où les gens restaient 4 heures de temps avant de passer à la caisse. C'est pire que dans les marchés publics, quelquefois, certains jours. Donc, il y a beaucoup de lieux, beaucoup d'espaces qui se prêtent à la contamination silencieuse. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de masques? Non, les gens, il y avait peut-être très peu de personnes. J'ai vu dans ces supermarchés, il y avait peut-être 5%, 5 à 10% de gens qui avaient des masques. Vous êtes pour le port du masque? Absolument. D'ailleurs, j'ai déjà fait un article qui est sorti dans le journal national le 22 avril. Haïtiens à vos masques. C'est là que je recommandais aux Haïtiens de porter des masques parce que dans le monde entier, on considère que les masques, c'est la mesure barrière centrale pour la protection des populations. Parce que le port du masque protège à la fois celui qui a le masque et il protège également l'entourage. Parce que quand on parle, il y a des gouttelettes invisibles qui
qui contiennent le virus et justement, c'est ça qui peut contaminer l'entourage. Et inversement, et la personne qui ne porte pas le masque peut recevoir également ces gouttelettes. Monsieur Saint-Ville, y a-t-il raison effectivement d'avoir peur pour les Haïtiens? Certaines prévisions évoquent des chiffres effrayants. On parle de 20 000 décès, voire plus en perspective jusqu'à plus de 100 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je ne veux pas m'aventurer sur les chiffres, mais effectivement, on peut aller vers des nombres dangereux, vers une catastrophe, si les gens continuent d'ignorer la maladie. Et là, ce n'est pas moi qui fais vraiment des prévisions. Il y a un mode opératoire qui s'est développé dans tous les pays. Il n'y a aucune raison que nous soyons épargnés par cette maladie, par le développement, par l'explosion qui est en train de se profiler actuellement, tel que l'on voit l'évolution de la courbe épidémiologique qui monte, et qui va évoluer sensiblement vers un pic. Et peut-être à la fin, à partir vraiment de la fin de ce mois, mais on risque d'avoir des mois de juin et juillet qui seront chauds. Qui seront chauds? Il fera très chaud? Non, qui seront chauds par rapport à la maladie. Il y aura des pleurs? Hélas. Il y aura des larmes? Hélas. On observe la pause. On revient tout de suite après. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le géographe Jean Saint-Ville. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le Point qui est en direct sur Facebook, Métropole Haïti, et vous pouvez également suivre cette émission sur la page Facebook de Wendell Théodore. Et puis ce sera également en différé sur notre chaîne YouTube, Métropole Télé. Avec nous ce matin, le géographe Jean Saint-Ville, qui partage avec nous, avec le public de Métropole, sa compréhension de la maladie, sa compréhension du coronavirus. Et qu'est-ce que vous prenez là? Du café ou du thé Ben c'est du thé qu'on m'a offert à Métropole, c'est à l'armoise. C'est l'armoise. Est-ce que vous croyez? Bon, j'y crois sans y croire, tout en y croyant. C'est possible ça? Bon, c'est possible parce qu'on parle de tout, et même les médicaments classiques, les médicaments vérifiés, n'ont pas prouvé leur efficacité. Je ne peux pas non plus croire aveuglément à l'efficacité de l'armoise. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de médicament à ce jour contre le coronavirus. Vous avez vécu pendant longtemps en Afrique? Bon, j'ai vécu 25 ans. Vous connaissez le Madagascar? Non. Vous n'avez jamais été... En Côte d'Ivoire, au Gabon, le Madagascar, c'est tout à fait au bout sud-est du continent africain. L'expérience malgache? L'expérience malgache, c'est concernant ce fameux médicament Covid organique. Le Covid organique. Bon, c'est un médicament... Présidentiel? Présidentiel, c'est un médicament politique. Ça va mieux que rien? Bon, c'est mieux que rien, tout comme... Il y a des gens qui recommandent de prendre même du thé à la menthe ou du thé à la mélisse ou à la citronnelle. Selon vous, c'est un thé comme tous les autres? Bon, je n'ose pas être catégorique, mais il n'y a pas encore de vérité établie sur l'armoise, sur ce médicament présenté par le président malgache. Mais quand même, il y a des gens qui sont soignés, il n'y a pas de cas de mortalité. Bon, il n'y a pas de cas de mortalité dû au coronavirus au Madagascar, où il y a eu jusqu'à hier 186 cas confirmés. Mais traités. Bon, dont 105 guéris. Il y a 105 guérisons. Mais c'est pas par miracle que... Bon...
si on compare avec le Rwanda qui n'utilise pas la MOZ, le Rwanda, c'est 285 cas également confirmés, mais jusqu'à présent, 0 mort. Au Sénégal, le premier cas découvert, c'était le 2 mars. Et c'est le 1er avril, pratiquement un mois après, quand il y avait 175 contaminations, qu'il y a eu le premier mort. Donc, on ne peut pas vraiment considérer que le cas de Madagascar comme un succès. Il faut attendre. Covid organique, est-ce un médicament selon vous ou un remède? Bon, Covid organique, bon, il y a beaucoup de publicité, mais le grand problème, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un médicament présidentiel. Je n'ai pas l'habitude de voir les présidents se mettre en avant quand on a découvert ou bien quand on met un médicament à la portée des gens. Les laboratoires, généralement, les laboratoires testent. Ça appartient au laboratoire de présenter les médicaments. Le médicament, ce n'est pas une affaire politique. Vous n'êtes pas animé de préjugés parce que c'est un pays africain? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai vécu 25 ans en Afrique. J'aurais bien aimé que mes frères africains interviennent pour sauver le monde. Mais même au Madagascar, les instances chargées du contrôle des maladies n'ont pas encore donné l'autorisation de mise sur le marché. Non, mais les Sénégalais. Ils n'ont pas besoin de cette autorisation puisque le président en a décidé. Oui, mais quand même, l'autorisation valable, doit être scientifique. OK. Le président a pris les devants, mais les gens disent qu'il faut attendre. Le Sénégal, c'est pareil. Ils ont reçu des bouteilles de cette tisane, mais les Sénégalais disent on ne peut pas donner un médicament sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, vous êtes en train de me décourager. C'est pas nécessaire de continuer à prendre mon petit thé? Non, on peut tout prendre. Hein? Même du Coca-Cola. En plus... Non, mais il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser de croire ce que disent les gens. Les Gabonais aussi, ils ont un médicament. La fagaricine. Constitué de quoi? Bon, je ne sais pas trop de quoi c'est constitué. Ils ont dit des plantes traditionnelles. Et cette recherche a été encouragée par le gouvernement gabonais, mais qui lui-même dit qu'il faut prendre des précautions. Et même les chercheurs gabonais qui ont mis au point ce médicament disent qu'il faut expérimenter. OK. Si l'on doit revenir sur les prévisions, vous avez évoqué tantôt que l'on est sur une très mauvaise pente. Est-ce que vous voyez d'autres signes inquiétants quant à l'expansion de la maladie? Des signes inquiétants, bon, il y en a malheureusement plein. Le premier, c'est l'incrédulité de la population. Mais ce qu'on n'a pas su faire, on n'a pas su profiter du recul. La maladie a commencé en Chine fin décembre. On n'a pas su profiter en Haïti du recul, c'est-à-dire des 3 mois ou 4 mois avant que ça arrive ici. Et là, vraiment, nous sommes vraiment, comme je vous disais, dans une situation inquiétante. Et même le monde entier ne sait pas comment ça va se développer. Les scientifiques français et d'autres pays commencent à dire qu'il faut penser à vivre avec le coronavirus. Ça veut dire que les activités économiques doivent reprendre, mais de temps en temps, il y aura des flambées. Donc, confinement, reconfinement encore. Hélas. Alors, confinement, déconfinement et reconfinement. Bon, c'est un scénario possible, mais je souhaite que cette maladie permette à l'humanité de reprendre le cours normal. Après la flambée actuelle, ça veut dire d'ici le mois de juin, juillet, et que le monde entier revienne à la vie d'avant. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres facteurs, à part ceux que vous avez évoqués il y a quelque temps, est-ce qu'il y a d'autres facteurs spécifiques favorables au développement de Covid-19 pour Haïti? Bon, on les a cités. C'est pourquoi je vous dis, en plus de ce que vous avez évoqué avant. Bon,
On les a cités. On les a cités. On les a cités, les questions de la morbidité, disons, l'insécurité alimentaire, la morbidité de la population, c'est-à-dire de nombreuses maladies. Il y a la question de la promiscuité dans les quartiers populaires. Dans les bidonvilles, il y a souvent plus de 8000 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que si, dans un petit espace, il y a une personne qui a attrapé la maladie, ça va se propager sur des centaines de personnes. Ça peut être des foyers extrêmement actifs. La densité de la population n'arrange pas. Par exemple, en France, le développement du Covid-19 a été accéléré par le fait que la France est un pays avec une bonne densité de population. Mais d'autres pays européens, comme les pays scandinaves, ont des densités de population plus faibles et la maladie se développe moins. Mais si en plus le pays il est pauvre et que les gens ne prennent pas des précautions, la forte densité démographique constitue un facteur extrêmement aggravant pour le développement de la maladie. Il y a aussi la question de l'eau, la question de l'électricité. Moi-même, à mon âge, j'aurais dû être enfermé. Dans beaucoup de pays, on n'autorise pas les gens de plus de 65 ans à sortir. Mais je suis obligé de sortir presque chaque jour, ne serait-ce que pour me ravitailler. Si je n'ai pas de courant pour conserver les aliments, je ne vais pas mourir de faim. Donc, nous avons pas mal de facteurs spécifiques. Il y a le problème de l'eau. Nous sommes dans une période où il n'y a pas beaucoup d'eau, question de saison sèche. Et puis l'eau coûte cher aussi. Mais en des termes clairs, qu'est-ce que vous préconisez? Eh bien, je préconise toujours, d'abord, que la population croit que cette maladie existe et qu'elle commence à prendre les précautions. Le port de masque est essentiel. Et puis, il faut aussi gérer la question des transports en commun. Les gens doivent éviter de sortir s'ils n'ont pas de raison de le faire. Même, hélas, ce qu'on a constaté, c'est qu'au début, il y avait des comportements, disons, qui affichaient une certaine prudence par rapport à la maladie, mais on a constaté depuis la 3e semaine d'avril un relâchement et dans beaucoup d'endroits, la vie a repris comme à la normale parce que les gens ignorent cette maladie. Et c'est ça qui est dangereux. Il n'est pas trop tard que les Haïtiens comprennent que cette maladie, c'est une chose qui existe vraiment et que ça peut faire des dégâts énormes. Alors, je m'apprêtais à vous demander ce qu'il y a quand même un peu d'espoir pour que l'hécatombe annoncée n'arrive pas en Haïti. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé, ou encore qui m'a fait un petit rappel sur les prouesses de M. Saint-Ville à 74 ans. Alors là, c'est en termes de prévention, vous vous renforcez et à travers les exercices physiques. Quotidiennement, oui. Vous le faites quotidiennement? Dimanche compris, 7 jours sur 7. Vous faites du sport? Oui. Alors, on va regarder ce que fait mon invité tous les jours. Et là, peut-être ça va créer ou susciter l'envie chez les téléspectateurs et pour qu'au moins ils fassent de même, et ce qui aidera quand même à limiter les dégâts. Est-ce que la régie peut... Voilà, regardez-moi ça. Et ça, c'est le géographe à 74 ans qui fait du sport. Et l'image est bien réelle. À la place Boyer. Ça, c'est au mois de février 2020. Ça vous fait combien de tours, là? Bon, là, c'était 14 montées et descentes. Mais il y en a qui sont plus spectaculaires que ça. Et vous faites ça tous les jours? Tous les jours. Sauf ce matin? Sauf ce matin, mais... Parce que mais ce sera dans l'après-midi. Maintenant, je fais du sport l'après-midi parce qu'il y a moins de monde à la place Boyer. Pour me protéger, en ce qui concerne les questions de distanciation,
Mais vous faites ça? Oui, chaque jour. Et vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas souffrant, vous n'avez rien du tout? Bon, j'ai pas mal de petites comorbidités. Je suis obligé de partir 2 fois par an au Canada pour le suivi du cancer de la prostate qu'on a découvert en 2012. J'ai été traité à la fois à l'hormonothérapie et à la radiothérapie parce que quand on a découvert ça, j'étais à 81. Le PSA était 81. La limite normale, c'est 4. Même le médecin pensait qu'il ne me restait que 6 mois à vivre. Et je suis encore là. Je ne sais pas si le sport y a contribué, mais il y a aussi la question du régime alimentaire. Qu'est-ce que vous mangez? Bon, j'évite le sel. Vraiment, c'est vraiment le strict minimum. Ma servante n'a pas le droit d'utiliser le sel. C'est moi qui peux mettre un peu de sel. Je mets dans les limites pour ma santé. J'évite le sel, je gère le sucre, je gère les graisses. Donc... Mais est-ce que ça veut dire que vous mangez n'importe quoi? Sans le sel, sans le sucre? Quand même pas n'importe quoi. Pratiquement pas de viande rouge. C'est du poisson et du poulet essentiellement. Si je prends un peu de viande rouge, c'est 1 fois par mois. Donc parce que la viande rouge contient beaucoup de cholestérol, je suis obligé de surveiller tout ce que je fais. Et ça renforce votre organisme, votre système de défense. Et vous pensez que ça pourra vous aider à faire face au coronavirus aussi? Bon, on est sûr de rien. Mais écoutez, depuis combien de temps vous avez commencé à faire du sport? Bon, j'en ai fait toute ma vie. J'en ai fait toute ma vie depuis que j'avais l'âge de 12 ans, dans tous les pays où je suis passé, que ce soit en France, en Angleterre, en Afrique, même quand je vais au Canada, je suis chaque jour dans un club de sport, mais je n'irai pas maintenant. À la limite, je peux faire du sport ici en plein air, mais personne ne va s'aventurer dans un club de sport. De toute façon, ils sont fermés. En période lock, vous étiez quand même sorti oui. Pour aller faire du sport? Toujours. On vous a toujours laissé passer sans problème? Toujours. Bon, il y a quand même, quand c'était plus chaud, 1 semaine d'observation, mais je faisais quand même au moins un peu de marche. OK. Maintenant, nous comprenons que si on fait du sport, si on tente de renforcer son système de défense, si on a un régime alimentaire plus ou moins convenable, ça peut aider. Dites-nous, M. Saint-Ville, est-ce que quand même pour la grande majorité des Haïtiens, ou encore les auditeurs qui nous suivent, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'ils peuvent faire pour que l'hécatombe annoncée n'arrive pas en Haïti si on n'est pas en plein dedans? Si on n'est pas déjà en plein dedans? Bon, on est en plein dedans, on est en pleine expansion du virus dans le pays. Le virus a tissé sa toile partout dans le pays, il se développe parce qu'une personne peut contaminer 50. Oui, mais même chaque jour. Par exemple, si vous prenez un chauffeur de tap-tap, il manipule des billets, il reçoit facilement plus de 200 personnes. Et chaque jour, disons, je dis reçoit, mais il a affaire à... Donc tout ça, c'est des risques de contamination. Vous pensez que ça peut être propagé à travers Bien sûr. Les billets les billets, les poignées de porte, les téléphones, les ordinateurs, tout ce qu'on touche. La propagation, ce n'est pas seulement aérienne. Elle n'est pas seulement aérienne, mais elle se fait également à travers le toucher. C'est pour ça que les gens portent des gants, il faut se laver les mains. Moi, je me lave les mains plus de 20 fois par jour. Et quand ce n'est pas l'eau, c'est l'alcool que je passe. Mais malgré tout, toutes ces mesures barrières, ça ne signifie pas que vous êtes absolument protégé, mais il faut faire le maximum pour diminuer ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui peut pénétrer dans votre organisme. Comme Paolo t'a dit tout à l'heure, d'après mon retour sur les. Oui. Et à 74 ans, en général, vous faites partie de catégorie vulnérable. Hélas, oui. Mais ou même, quoi qu'on est capable de surmonter, quoi qu'on est capable de vivre, vous prenez précaution. Donc ça veut dire que. Je me bats. Ou bataille.
Oui. Et je senti que le coronavirus va pas atteindre nous. Ah, ça. Je ne sais pas. Mais dis-moi, aidez-moi. Que Dieu vous entende. Oui, que Dieu m'entende pour moi aussi. Dis-moi, et dites-moi, est-ce que vous pensez que... Alors, qui ça nous a dit aujourd'hui, hein, Haïtiens, qui pas quoi? Ou dit yo mon ap mouri, yo pas quoi? Ou dit yo maladie ali en Haïti, yo pas quoi? En Afrique aussi, malheureusement. C'est pareil en Afrique. Mais maintenant, écoutez, mais quand même, il y a des côtés moun yo quoi? Il y a des pays côté moun yo quoi? Ah, oui, oui. Est-ce que c'est un aptend que moun ap tombé comme des mouches, comme on dit, pas ban et pas paquette pour nous commencer quoi? Est-ce que c'est ça? Bon, le peuple haïtien, c'est un peuple fort et résilient parce que il a commencé à réfléchir pour réaliser vraiment que son maladie sérieuse qui ne fera pas de cadeau. Mais yo pas quoi, M. Saint-Ville. Yo pas quoi, yo dou bon Dieu pas quitter ça arriver yo. Bon. C'est comme si de l'autre côté yo moun yo pas gen bon Dieu ou pas connaît. Mais nous pas quoi, nous c'est plus gros problème nous. Il y a le raché malade dans mes docteurs pour aller mourir la caillou parce que nous pas quoi, nous pas quoi que maladie existait. Moi c'est que une sorte de sursaut qui pour faire comme une sorte de miracle pour que dans les jours qui viennent, les Haïtiens commencent à croire que cette maladie existe et qu'il faut absolument s'en protéger. Il est pour tout le monde entrer dans la prévention, mais toute société civile à l'État de faire plus d'efforts pour augmenter le niveau de sensibilisation. Pas quoi que les Haïtiens vraiment imperméables, c'est quoi il n'y a pas quoi, mais il y a quoi quand même. Il y a fin pas quoi. Il y a fin pas quoi. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Est-ce qu'on préconisait un confinement en limitant par département et par zone le déplacement des citoyens? Bon, j'ai essayé de faire local, j'ai essayé de faire de plusieurs côtés, mais la gouvernance est faible, c'est difficile. Au CAI, ça ne marche pas, au Cap haïtien, ça ne marche pas. Les gens circulent comme ils veulent entre les départements. C'est les populations qui croient vraiment que... C'est les populations qui croient que mesures ça capable efficace. Mais pour l'instant, tout le monde circulait, Jean Ouvlé, il n'y a pas quoi, il va respecter le couvre-feu, il n'y a pas de précaution dans tap-tap. Mais je pense que nous avons privé le seuil. Si commence à y avoir des dégâts visibles, les hommes n'y a pas quoi. Oui, mais ça date trop tard. Alors c'est ça, c'est sans question. Non, oui. Quelle parole en plus que nous sommes capables de dire, qui méthode ou qui mode de campagne qui t'a dû faire aujourd'hui, qui mesure, est-ce que c'est pour renforcer les mesures au moins pour porter mon quoi? Parce que yo pas quoi, yo Dios pas quoi. Oui, pas quoi, mais ne pas qu'à utiliser des mesures autoritaires, c'est sensibilisation à la télévision, à la radio, montrer ce qui passe dans des pays comme l'Équateur où on ramasse les cadavres. Les gens ont vu ça. Et en Équateur, le mois dernier, il y avait comme 800 cadavres qui étaient dans la rue en un seul jour. Hélas. 800 cadavres? Oui. Bon, aux États-Unis, on parle de 2000 par jour. Oui. Mais au moins, ils ne sont pas jetés dans la rue, ils ne sont pas au bord de la rue aux États-Unis. Mais en Équateur, on a dû les ramasser. Et quand c'est comme ça infeste tout le milieu. Et ça aggrave la contamination. Donc c'est très sérieux. Même quoi, les Haïtiens, je crois que les Haïtiens comprennent rapidement que maladie ça, sont maladies réelles et il faut protéger, il faut prendre précaution, il faut utiliser masque, il faut pratiquer distanciation. Ouais, mon une collée sur l'autre, tout côté, blague, non, c'est pas possible. Bon, alors, on dit que qui peut-être pas suivre l'émission dès le début. Oui. Les dit me dit comme ça que ça fait que jusqu'à présent, pourquoi arriver dans cette situation ça en Haïti? Eh bien, nous commençons un peu plus tard. On m'a expliqué que nous pas grand pile brassage, pas de gain en pile cas importé à la fois au début. Nous on a chance tout. Carnaval là pas de fête là. Toujours grand pile monde qui sont aux États-Unis chaque année.
il y a carnaval. Carnaval n'a pas de fête là. C'était peut-être un avantage en ce sens. Si carnaval l'a été fait, nous avons déjà gagné plus de monde qui est contaminé venant des États-Unis. Donc, son retard qui gagne dans le développement de la maladie. Mais, mois de juin, juillet, comme on dit, ça risque d'être chaud. D'être des mois chauds. Un auditeur qui dit comme ça, alors c'est une auditrice, il dit, pour mon quoi, faut que c'est un monde de confiance qui t'a fait sensibilisation. Si c'est un monde de confiance qui a fait sensibilisation, tout le monde a quoi? Tout le monde a quoi? Ou quoi dans ça ou même? Bon. Je ne crois que c'est monde vraiment de confiance. Bon état de crédibilité, nous sommes des Saint-Thomas, pas dîner. Mais ce n'est pas seulement une question de conscience. Mais t'as semblé que ce monde t'a dit que c'est bon Dieu qui a châtié monde. Et là plus quoi? Si Dieu comme ça que fait 3 jours jeune sans manger, il y a quoi? Il y a quoi ça a guéri? Bon, après... Au lieu de dire, au laver, mais comme ça. Je pense que la proposition n'est pas trop simple pour mon qui fait qu'il ne pas avec quoi. Bon, naturellement, il y a un manque d'informations sur le plan international. Mais qui est-ce qui va porter l'information? Ça, c'est la mienne. Parce que, tu as dit ça que tu dis tout à l'heure, c'est au monde qui fait confiance pour que un message là. Côté monde ça sorti, qui est-ce qui est? Est-ce que c'est dans la presse ou pas jeune? La presse va mentir plus mal que le monde qui n'est pas à l'école du tout. Je dis. Journaliste va mentir en pile. Journaliste fait des informations, fait diffamation tout le temps. Autorité, plus mal, il ne va pas faire confiance non plus. Nous avons dit leader religieux, il paquet de leader religieux, c'est quoi bien fait avec question de l'évangile et autres. Côté monde ça a sorti. Qui l'autre catégorie? Là, dit, on gagne très content de dire comme ça que sont morts choléra ou bien sont morts corona que vous voyez. Dis-moi, à 74 ans, vous vivez ce bagage passé, vous connaissez passé, et il faut sortir dans la labyrinthe côté nous là. Oui, l'incrédulité ça. L'incrédulité ça. Non, c'est son espoir pour nous que un miracle qui a passé, qui a secoué. Mais nous pas qu'à croire dans un miracle toujours, mais parce que les faits sont là. Bon, eh bien, pas de l'autre possibilité qu'un miracle qui peut faire haïtien croire brusquement que maladie ça, c'est son danger mondial, son danger pour tout le monde, son danger pour vous, son danger pour moi. Faut s'arriver, mais espérer que le miracle ça fait, m'insister sur le mot miracle ça. Espérer que la privée, pour Haïtien commence à croire la maladie ça. Dès qu'on t'entend, c'est quand même l'autre son, c'est pas un médecin, et c'est en toute humilité qu'on te dit, vous n'êtes pas médecin. Ce n'est pas domaine d'intervention, ce n'est pas champ de formation, mais à la lumière de ce qu'on est, de l'expérience que vous faites, vous avez décidé de partager avec nous compréhension du Covid-19, Jean Saint-Ville, merci parce que vous êtes d'accord, mais disponible pour le public de Métropole. Qui te soit dit en fait mon plaisir, qui ne pas fait mon plaisir tout. Bon, écoutez, ce soir, des gens pour dire ou dire? Oui, je l'ai dit en toute sincérité. Est-ce qu'on a un dernier mot qu'on est là? Eh bien, le dernier moment, c'est que maladie ça, qui a venu, bon, qui a commencé à développer, qui est capable de créer un modèle spécial, c'est que si nous l'avons pays, mesures pas appliquées, maladie a fait ravage rapidement, à l'espace de 2-3 mois, et qu'après, ça n'a pas fait dans notre pays, ce qu'on appelle l'immunité collective, il a réalisé plus vite dans des pays comme en Haïti et en Afrique. Et puis après, tout le monde qui a suivi, moun sa yo pas affecté encore, il pas infecté encore par la maladie. Merci encore, professeur. Merci. J'aime signaler côté dans l'enseignement aussi, en Afrique évidemment. Oui, en Afrique, bon, en Haïti également. En Haïti également. J'enseigne à l'école normale et à l'IRA. J'ai enseigné à Kiskeya à un certain moment, mais je ne peux pas être partout. C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin,
le géographe Jean Saint-Ville. N'oubliez pas que vous pouvez suivre tous les jours Le Point en direct sur Facebook, Métropole Haïti. Et ce matin, vous avez pu le suivre sur ma page Wendell Théodore. Et c'est également en différé sur notre chaîne YouTube, Métropole Télé. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.